Juste avant d'être exécuté, un prisonnier demande un dernier vœu, qu'on lui permette de parler à sa petite-fille Solène. Ce que la fillette lui murmure à l'oreille change tout. L'horloge murale marquait 6 heures du matin lorsque les gardiens ont ouvert la cellule de Rémy Dubois. 5 ans à attendre ce jour, 5 ans à crier son innocence à des murs qui n'ont jamais répondu. Maintenant, à quelques heures d'affronter la sentence finale, il ne lui restait qu'une seule requête. « Je veux voir ma fille », dit-il d'une voix rauque. « Seulement ça, laissez-moi voir Solène avant que tout ne finisse. » Le plus jeune des gardiens le regarda avec pitié. Le plus âgé cracha par terre. « Les condamnés n'ont pas de droit. C'est une enfant de 8 ans. Je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. C'est la seule chose que je demande. » La requête parvint au directeur de la prison. Un homme de 60 ans, nommé Colonel Moreau, qui avait vu des centaines de condamnés passer par ce couloir. Quelque chose dans le dossier de Rémy l'avait toujours interpellé. Les preuves étaient solides. Empreintes sur l'arme, vêtements tachés. Un témoin qu'il avait vu quitter la maison cette nuit-là. Mais les yeux de Rémy n'étaient pas les yeux d'un coupable. Moreau avait appris à reconnaître ce regard en 30 ans de carrière. « Qu'on amène la petite », ordonna-t-il. 3 heures plus tard, une camionnette blanche se gara devant la prison. Une assistante sociale en descendit, tenant la main d'une fillette blonde aux grands yeux et à l'expression sérieuse. Solène Dubois avait 8 ans, mais son regard portait le poids de quelqu'un qui a trop vu. La fillette marcha dans le couloir de la prison sans pleurer, sans trembler. Les détenus dans leur cellule firent silence en la voyant passer. Il y avait quelque chose en elle qui imposait le respect, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Lorsqu'elle arriva à la salle de visite, Solène vit son père pour la première fois depuis 3 ans. Rémy était menotté à la table, son uniforme orange usé et sa barbe longue. En voyant sa fille, ses yeux se remplirent de larmes. « Ma petite », murmura-t-il, « ma petite Solène ». Ce qui se passa ensuite allait tout changer. Solène lâcha la main de l'assistante sociale et marcha lentement vers son père. Elle ne courut pas, ne cria pas. Chaque pas était mesuré, comme si elle avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Rémy tendit ses mains menottées vers elle. La fillette s'approcha et l'étreignit. Pendant 1 minute entière, aucun des deux ne dit rien. Les gardiens observaient depuis les coins. L'assistante sociale consultait son téléphone sans prêter attention. Puis Solène s'approcha de l'oreille de son père et lui murmura quelque chose. Personne d'autre n'entendit les mots, mais tous virent ce qu'ils provoquèrent. Rémy pâlit. Son corps entier commença à trembler. Les larmes qui coulaient auparavant en silence se transformèrent en sanglots qui secouaient sa poitrine. Il regarda sa fille avec un mélange d'horreur et d'espoir que les gardiens n'oublieraient jamais. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « C'est vrai ce que tu me dis ?» Solène hocha la tête. Rémy se leva si violemment que la chaise tomba par terre. Les gardiens coururent vers lui, mais il n'essayait pas de s'échapper. Il criait, avec une force qu'il n'avait pas montrée depuis 5 ans. « Je suis innocent, j'ai toujours été innocent. Maintenant je peux le prouver. » Les gardiens tentèrent de séparer la fillette de son père, mais elle s'accrocha à lui avec une force impropre à son âge. « Il est temps qu'il sache la vérité », dit Solène d'une voix claire et ferme. « Il est temps. » Le colonel Moreau observait tout depuis la fenêtre d'observation. Son instinct, celui qui l'avait maintenu en vie pendant 30 ans, lui criait que quelque chose d'extraordinaire se passait. Il décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « J'ai besoin que vous arrêtiez tout, » dit-il. « Nous avons un problème. » L'enregistrement de sécurité montrait tout avec une clarté brutale. L'étreinte silencieuse, le murmure, la transformation de Rémy, les cris d'innocence, la fillette répétant cette phrase. Le colonel Moreau rejoint la vidéo 5 fois de suite dans son bureau. « Qu'est-ce qu'elle lui a dit ?» demanda-t-il au gardien qui avait été le plus proche. « Je n'ai pas pu entendre, colonel. Mais quoi que ce soit, cet homme a complètement changé. » Moreau se pencha en arrière dans sa chaise. En 30 ans, il avait tout vu. Faux aveux, innocent, condamné, coupable libéré pour des vices de procédure, mais il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Les yeux de Rémy Dubois, ses yeux qui lui avaient toujours causé des doutes, brillaient maintenant d'une chose qu'il ne pouvait décrire que comme une certitude. Il décrocha le téléphone et appela le procureur général. « J'ai besoin d'une suspension de 72 heures, dit-il sans préambule. « Vous êtes fou? La procédure est programmée, tout est prêt, nous ne pouvons pas. Il y a de nouvelles preuves potentielles. Je ne procéderai pas tant que je ne les aurai pas vérifiées. » Quelles preuves? L'affaire est close depuis 5 ans. Moreau regarda l'écran figé sur le visage de Solène. Une enfant de 8 ans avec des yeux qui semblaient garder tous les secrets du monde. Une enfant de 8 ans avait dit quelque chose à son père,
quelque chose qui l'avait transformé. Je dois savoir ce que c'était. Le silence à l'autre bout de la ligne dura plusieurs secondes. Vous avez 72 heures, dit finalement le procureur. Pas une minute de plus, et si c'est une perte de temps, ce sera votre carrière qui prendra fin. Moreau raccrocha le téléphone, s'approcha de la fenêtre de son bureau et observa la cour de la prison. Quelque part dans cette affaire, il y avait une vérité que personne n'avait voulu voir, et une fillette blonde de 8 ans était la clé pour la trouver. À 200 km de la prison, dans une maison modeste d'un quartier résidentiel de classe moyenne, une femme de 68 ans dînait seule devant la télévision. Denise Martin avait été l'une des avocates pénalistes les plus respectées du pays, jusqu'à ce qu'une crise cardiaque l'oblige à prendre sa retraite il y a 3 ans. Désormais, ses journées consistaient en pilules, feuilletons télévisés et souvenirs d'affaires qu'elle ne pouvait plus résoudre. La nouvelle apparut dans le segment de 21 heures. Scènes dramatiques au pénitencier central de Beaulieu. Un détenu condamné il y a 5 ans dans l'affaire Sarah Dubois a demandé à voir sa fille comme dernière volonté. Ce qui s'est passé pendant la visite a obligé les autorités à suspendre la procédure pendant 72 heures. Des sources exclusives indiquent que la mineure, âgée de seulement 8 ans, lui a murmuré quelque chose à l'oreille, ce qui a provoqué une réaction extraordinaire chez le condamné. Denise laissa tomber sa fourchette. Sur l'écran apparut le visage de Rémi Dubois. Elle connaissait ce visage, non pas de cette affaire, mais d'une autre. Il y a 30 ans, un autre homme avec ce même regard d'innocence désespérée avait été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Denise était alors une jeune avocate et n'avait pas pu le sauver. Cet homme avait passé 15 ans enfermé avant que la vérité n'éclate. À ce moment-là, il avait déjà tout perdu. Sa famille, sa santé, son envie de vivre. Denise ne s'était jamais pardonné cet échec. Maintenant, en regardant Rémi Dubois, elle voyait les mêmes yeux, la même désespoir, la même innocence que personne ne voulait croire. Son médecin lui avait interdit le stress. Sa famille l'avait supplié de se reposer. Mais Denise prit son téléphone et chercha le numéro de son ancien assistant. « Charles, » dit-elle lorsqu'il décrocha, « j'ai besoin que tu me procures tout sur l'affaire Dubois. Tout. I was in Bizainen. I was. Le foyer Sainte-Marie était situé à la périphérie de la ville, entouré de vieux arbres et de silence. Denise arriva le lendemain, armée d'une carte d'identité périmée et de la détermination de celle qui n'a rien à perdre. Catherine Lefebvre, la directrice du foyer, était une femme de 70 ans, aux mains ridées et aux yeux qui avaient vu trop de souffrances infantiles. Elle reçut Denise dans son bureau avec méfiance. « Je ne sais pas ce que vous voulez, madame. Binaka, Asha. Naonyaye. Asha. Binaka. La fillette est sous protection. Elle ne peut pas recevoir de visites non autorisées. Je veux juste vous parler d'elle, dit Denise, de Solène, de comment elle est arrivée ici. » Catherine garda le silence un instant, évaluant la femme en face d'elle. Quelque chose chez Denise lui inspira confiance. Peut être l'âge. Peut être le regard fatigué de celle qui a mené de nombreuses batailles. « La petite est arrivée il y a 6 mois, commença Catherine. Son oncle Grégoire l'a amenée. Il a dit qu'il ne pouvait plus s'en occuper, que ses affaires ne le lui permettaient pas. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Étrange? Comment ça? La petite avait des marques, madame, des ecchymoses sur les bras que personne n'a voulu expliquer, et depuis qu'elle est arrivée, elle ne parle presque plus. Elle mange peu, dort moins, fait des cauchemars toutes les nuits. » Denise sentit un frisson. Et après la rencontre avec son père, vous l'avez vu? Catherine baissa les yeux. Depuis son retour de prison, Solène n'a pas prononcé un seul mot. Les médecins disent qu'il n'y a rien de physique. C'est comme si quelque chose s'était refermé en elle, comme si elle avait dit tout ce qu'elle avait besoin de dire et gardait maintenant le silence pour toujours. Denise regarda par la fenêtre, où une fillette blonde jouait seule dans la cour. Qu'est-ce qu'elle a dit à son père, Catherine? Quelqu'un le sait? Personne. Mais quoi que ce soit, cela détruit cet enfant de l'intérieur. 5 ans plus tôt, la nuit qui changea tout, la maison des Dubois était silencieuse. Sarah avait couché Solène tôt comme toutes les nuits. La fillette de 3 ans dormait, serrant son ours en peluche, ignorante de l'enfer qui allait se déchaîner. Dans le salon, Rémi Dubois buvait son 4e verre de whisky. Il avait perdu son emploi cette semaine-là. L'atelier de menuiserie où il travaillait depuis 20 ans avait fermé sans préavis. À son âge, il ne savait pas comment recommencer. Sarah parlait au téléphone dans la cuisine. Sa voix était un murmure furieux. « Je t'ai dit de ne plus me chercher. Ce que tu as fait est impardonnable. Si tu ne règles pas ça, je vais parler. Peu m'importe ce que tu me menaces. » Elle raccrocha violemment et vit Rémi l'observer depuis la porte. « Avec qui parlais-tu »
Avec personne. Va dormir. Tu as déjà trop bu. Rémi voulut en savoir plus, mais l'alcool brouillait déjà ses pensées. Il se laissa tomber sur le canapé du salon et ferma les yeux. En quelques minutes, il dormait profondément. Ce qui se passa ensuite, Rémi ne s'en souviendrait pas, mais quelqu'un d'autre oui. Solène se réveilla au bruit d'une porte. Elle descendit de son lit et se dirigea vers le couloir. Depuis l'ombre, elle vit quelque chose que ses yeux de 3 ans ne pouvaient pas comprendre, mais que sa mémoire garderait pour toujours. Une silhouette entra dans la maison. Un homme que la petite connaissait bien. Un homme qui portait toujours des chemises bleues et lui apportait des bonbons lorsqu'il venait en visite. Sarah cria, puis silence. La petite Solène se cacha dans l'armoire du couloir, tremblante, pendant que l'homme en chemise bleue marchait vers l'endroit où son père dormait. Denise passa la nuit entière à examiner le dossier de l'affaire Dubois. Des centaines de pages, des photographies qu'elle préférait ne pas revoir, des témoignages, des expertises. Tout désignait Rémi, ses empreintes, ses vêtements, son manque d'alibi solide. Mais il y avait des fissures, petites, presque invisibles, mais elles étaient là. Le premier témoin, un voisin nommé Pierre Leclerc, déclara initialement qu'il avait vu un homme sortir de la maison Dubois à 23 heures. 3 jours plus tard, dans une seconde déclaration, il précisa que c'était Rémi. Pourquoi ce changement? Qui l'a pressé? Les preuves physiques furent traitées en un temps record. Normalement, les analyses médico-légales prenaient des semaines. Dans ce cas, les résultats arrivèrent en 72 heures, juste à temps pour l'arrestation. Le procureur en charge de l'affaire était Aurélien Leclerc. Le nom de famille coïncidait avec celui du voisin témoin. Coïncidence ou lien familial? Denise chercha des informations sur Aurélien Leclerc. Ce qu'elle trouva la perturba profondément. Aurélien n'était plus procureur. Il avait été nommé juge il y a 3 ans, juste après avoir obtenu la condamnation de Rémi. Sa carrière avait décollé grâce à cette affaire résolue avec une efficacité exemplaire, selon les journaux de l'époque. Mais il y avait plus. Aurélien Leclerc avait des liens commerciaux avec Grégoire Dubois, le frère cadet de Rémi. Ensemble, ils avaient acheté plusieurs propriétés au cours des 5 dernières années, des propriétés qui appartenaient auparavant à la famille Dubois. Denise composa un numéro sur son téléphone. « Charles, j'ai besoin que tu examines les affaires de Grégoire Dubois. Tout, chaque propriété, chaque transaction, chaque associé. Et je dois savoir si Sarah Dubois savait quelque chose qu'elle ne devait pas savoir. » Grégoire Dubois arriva au foyer Sainte-Marie dans une voiture noire de luxe qui contrastait avec la modestie du lieu. Il portait un costume impeccable et une cravate bleue, toujours bleue. Catherine le vit entrer et ressentit un frisson. Il y avait quelque chose chez cet homme qui lui rappelait les serpents. Élégant à l'extérieur, venimeux à l'intérieur. « Je viens voir ma nièce », dit Grégoire sans saluer. « J'ai le droit. Je suis son tuteur légal. »« Vous avez renoncé à cette tutelle il y a 6 mois lorsque vous l'avez laissée ici, » répondit Catherine avec fermeté. « Elle est maintenant sous protection de l'État. Les circonstances ont changé. Avec tout ce qui se passe avec mon frère, la petite a besoin d'une famille. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. S'en occuper comme vous vous en êtes occupé avant de l'amener ici avec des ecchymoses sur les bras. » Les yeux de Grégoire s'assombrirent. « Attention à ce que vous insinuez, madame. J'ai des contacts importants. Je peux faire fermer cet endroit en 1 semaine si je le veux. Vous me menacez? Je vous informe. Je veux voir Solène maintenant. » À ce moment-là, Catherine remarqua un mouvement derrière la porte de son bureau. Solène avait tout entendu. La fillette était pâle, tremblante, les yeux fixés sur son oncle. Il y avait une terreur pure dans ce regard. Grégoire vit aussi la fillette. Pendant 1 seconde, son masque d'homme respectable tomba. Ce que Catherine vit dans ses yeux la convainquit de quelque chose. Cet homme était dangereux, et Solène le savait mieux que quiconque. « Partez !» dit Catherine. « Partez maintenant, ou j'appelle la police. » Grégoire sourit, un sourire froid qui n'atteignit pas ses yeux. « Ça ne finit pas ici, madame. Je reviendrai, et quand je le ferai, personne ne protégera cette petite de sa famille. » La salle de visite de la prison semblait plus froide que jamais. Rémi attendait menotté à la table, mais sa posture avait changé. Il n'était plus l'homme abattu d'il y a 2 jours. Il y avait du feu dans ses yeux. Denise s'assit en face de lui et l'étudia en silence. « Je m'appelle Denise Martin. J'ai été avocate pénaliste pendant 40 ans. J'ai vu votre affaire aux informations et j'ai besoin que vous me racontiez tout. Pourquoi ça vous importe? Personne ne m'a cru en 5 ans. Pourquoi seriez-vous différente? Parce qu'il y a 30 ans, j'ai laissé condamner un homme innocent. Je n'ai pas pu le sauver. Cela me hante toutes les nuits. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. » Rémi la regarda longuement, évaluant s'il pouvait faire confiance à cet inconnu. Finalement, il parla. « Cette nuit-là,
J'ai beaucoup bu. J'avais perdu mon travail. J'étais anéanti. Je me suis endormi sur le canapé et je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à ce que je me réveille avec du sang sur les mains et Sarah par terre. J'ai appelé les urgences, j'ai essayé de l'aider, et quand la police est arrivée, ils m'ont arrêté. Avez-vous entendu quelque chose? Vu quelqu'un? Rien, mais maintenant je sais quelque chose que je ne savais pas avant. Denise se pencha en avant. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Solène? Rémi ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. Ma fille était là cette nuit-là. Elle a tout vu depuis le couloir. Elle avait 3 ans et elle a tout vu. Elle m'a dit que quelqu'un était entré dans la maison après que je me sois endormi. Quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un en qui elle avait confiance. Qui? Rémi prononça un nom que Denise suspectait déjà. Mon frère Grégoire, ma propre famille. Denise arriva chez elle après minuit. Les révélations de Rémi tourbillonnaient dans sa tête. Un frère traître, une enfant témoin. 5 ans de silence. Pourquoi Solène n'avait-elle jamais parlé? Qu'est-ce qui l'avait tenue silencieuse si longtemps? Elle ouvrit la porte et alluma la lumière. Ce qu'elle vit la paralysa. Sa maison avait été fouillée. Tiroirs ouverts, papiers par terre, livres jetés des étagères. Qui que ce soit qui était entré ne cherchait pas à voler, il cherchait quelque chose de précis. Le dossier de l'affaire Dubois. Elle marcha prudemment au milieu du désordre vers son bureau. Le dossier était toujours là, apparemment intact. Mais sur lui, il y avait quelque chose qui n'y était pas avant. Une photographie. C'était une vieille photo de Sarah Dubois, souriante, jeune, pleine de vie. Quelqu'un avait dessiné une croix rouge sur son visage avec un marqueur permanent. En dessous, une note manuscrite. Certaines vérités doivent rester enterrées. Cessez d'enquêter ou vous finirez comme elle. Les mains de Denise tremblèrent, mais pas de peur, de rage. Qui que ce soit qui avait envoyé ce message ne connaissait pas Denise Martin. Il ne savait pas qu'elle avait survécu à une crise cardiaque, à un mariage raté, à 40 ans passés à affronter des criminels devant les tribunaux. Il ne savait pas que la menacer était la pire stratégie possible. Elle prit son téléphone et appela Charles. « Quelqu'un est entré chez moi. Ils savent que j'enquête. Cela signifie qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que je découvre. Double tes efforts. Je veux tout savoir sur Grégoire Dubois, sur le juge Aurélien Leclerc et sur tout lien entre eux. Et je veux savoir ce que Sarah avait découvert avant de mourir. » Dehors, une voiture noire était garée au bout de la rue. À l'intérieur, quelqu'un observait la maison de Denise avec la patience d'un prédateur. La chasse avait commencé. Charles travailla toute la nuit et livra ses découvertes à Denise dans un café discret, loin du centre-ville. Ce qu'il apportait était explosif. Grégoire Dubois est passé d'un employé de bureau à un promoteur immobilier en moins de 2 ans, expliqua-t-il en étalant des documents sur la table. Juste après la condamnation de son frère, il a commencé à acheter des propriétés. Beaucoup de propriétés. Avec quel argent? C'est la question. Il a hérité des terres de ses parents. Council lease. Aweza lease. Aweza. Des terres qui devaient en principe aussi revenir à Rémi. Mais selon ce testament, Charles désigna un document. Les parents ont tout laissé à Grégoire. Denise examina le testament. Quelque chose ne collait pas. Les parents de Rémi étaient morts 6 mois avant le crime. Et ce testament était apparu après la condamnation. Exactement. Et le notaire qui l'a validé était Aurélien Leclerc. Avant d'être procureur, il exerçait comme avocat privé. Ce fut l'une de ses dernières affaires avant d'entrer au parquet. Denise sentit les pièces du puzzle s'assembler. Donc Aurélien a validé un testament suspect qui bénéficiait à Grégoire. Puis il est devenu procureur et a mené l'affaire contre Rémi. Et maintenant ils sont tous les deux associés dans des affaires immobilières. Il y a plus, dit Charles en baissant la voix. Sarah Dubois travaillait comme comptable avant de se marier. Il y a 5 ans, quelques semaines avant sa mort, elle a demandé des copies de plusieurs documents légaux de la famille Dubois, y compris le testament original de ses beaux-parents. Le testament original, différent de celui qu'Aurélien a validé, dans l'original, les terres étaient divisées entre les 2 frères. Denise comprit tout. Sarah avait découvert que le testament était faux, elle allait le dénoncer, et quelqu'un l'avait fait taire avant qu'elle ne puisse le faire. Cette nuit-là, Catherine appela Denise d'une voix tremblante. « Vous devez venir, c'est à propos de Solène. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Denise arriva au foyer 1 heure plus tard. Catherine l'attendait dans son bureau avec une expression grave. « La petite fait des cauchemars toutes les nuits, » dit Catherine. « Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit avant, quelque chose que j'avais peur de mentionner. »« Quoi ?» Elle crie un nom, toutes les nuits, le même nom. Mais ce n'est ni celui de son père, ni celui de sa mère, c'est un autre nom. « Lequel ?»« Marc. » Elle crie Marc.
Aide-moi encore et encore. Denise fronça les sourcils. Ce nom n'apparaissait dans aucun document du dossier. Qui est Marc? Je ne le savais pas jusqu'à ce que j'examine les registres d'emploi de la famille Dubois. Marc Dupont était le jardinier. Il a travaillé pour eux pendant 3 ans et a disparu 1 semaine après la mort de Sarah. Over the body of the Radas. And they frabidi of the body of the Radas. Personne ne l'a cherché. Personne n'a demandé après lui. Il a disparu sans laisser de traces. Sa mère vit dans un petit village à 4 heures d'ici. Elle a déposé une plainte pour disparition, mais la police n'a jamais enquêté. L'affaire a été classée. Denise sentit un frisson, un témoin potentiel qui disparaît juste après le crime. Un nom qu'une enfant traumatisée crie dans ses cauchemars. C'était plus grand qu'elle ne l'imaginait. « J'ai besoin de l'adresse de la mère de Marc », dit Denise. « Je l'ai déjà. » Catherine lui tendit un papier. « Mais faites attention, madame. Celui qui a fait disparaître cet homme peut vous faire disparaître vous aussi. » Denise rangea le papier dans sa poche. « À mon âge, Catherine, je n'ai plus peur de disparaître. J'ai peur de disparaître sans avoir rendu justice. Ipan disa. Ipan disa. Ipan disa. Ipan disa. » 5 ans plus tôt, 2 semaines avant la tragédie, le bureau de Grégoire Dubois était au 10e étage d'un immeuble de verre dans le centre financier. Sarah entra sans prévenir, un dossier manille à la main et le feu dans les yeux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle en jetant les documents sur le bureau de Grégoire. Il les regarda sans broncher. « Sarah, quelle surprise! Ne devrais-tu pas t'occuper de ma nièce? Ne change pas de sujet. J'ai trouvé le testament original de tes parents, le vrai. Rémi avait droit à la moitié de ses terres. Tu les as falsifiés. » Grégoire se leva lentement, fermant la porte de son bureau. « Attention aux accusations, belle-sœur. Ce sont des mots très graves. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. J'ai engagé un expert. La signature du testament que tu as présenté est fausse. Les tracés ne correspondent pas. Je vais te dénoncer, Grégoire. Je vais faire en sorte que Rémi récupère ce que tu lui as volé. » Grégoire marcha vers elle avec un calme calculé. « Et tu crois que quelqu'un va te croire? Mon associé Aurélien est procureur. Mes contacts vont jusqu'au gouverneur. Ta parole contre la mienne ne vaut rien. J'ai des preuves. Les preuves peuvent disparaître, les personnes aussi. » Sarah sentit le poids de la menace, mais ne recula pas. « Tu as 1 semaine pour rendre ce que tu as volé. Si tu ne le fais pas, j'irai à la police. J'irai aux journaux. J'irai partout où il le faudra. » Grégoire sourit. Ce sourire froid que Sarah avait appris à craindre. 1 semaine, d'accord. Dehors, quelqu'un avait entendu toute la conversation. Marc Dupont, le jardinier, était venu livrer des documents et était resté paralysé derrière la porte. Ce qu'il venait d'entendre pouvait lui coûter la vie, et il ne se trompait pas. Le village où vivait la mère de Marc s'appelait Saint-Georges-sur-Loire. C'était un endroit oublié par le temps, avec des chemins de terre et des maisons en pisé qui semblaient tenir par miracle. Denise arriva après 4 heures de route. Elle trouva la maison de Consuelo Dupont au bout d'un chemin non pavé, à côté d'un manguier qui donnait de l'ombre à la moitié de la cour. Consuelo était une femme de 75 ans, le visage marqué par des décennies de travail acharné et des années récentes de douleur. Elle ouvrit la porte avec méfiance. « Que voulez-vous? Je suis avocate. J'enquête sur une affaire liée à la famille Dubois. Je crois que votre fils Marc peut m'aider. » Les yeux de Consuelo se remplirent de larmes. « Mon fils a disparu il y a 5 ans. La police ne l'a jamais cherché. Ils m'ont dit qu'il était probablement parti travailler dans un autre pays, mais je sais que quelque chose lui est arrivé. Marc ne m'aurait jamais abandonné. Vous avez eu contact avec lui avant sa disparition? » Consuelo hésita un instant. Puis elle rentra chez elle et revint avec une lettre froissée. « Ceci est arrivé 3 jours avant qu'il ne disparaisse. Lisez-la vous-même. » Denise prit la lettre de main tremblante. « Maman, s'il m'arrive quelque chose, je veux que tu saches que j'ai vu quelque chose de terrible dans la maison où je travaille, quelque chose qui implique des personnes très puissantes. Je ne peux pas en dire plus par lettre, mais je garde des preuves en lieu sûr. Si quelqu'un te demande, tu ne sais rien. Je t'aime. Ton fils Marc. » « Où gardait-il les preuves ?» demanda Denise. « Je ne sais pas, mais si Marc dit qu'il les a, il les a. Mon fils ne mentait jamais. » Denise regarda la maison modeste, la cour vide, le manguier. Marc Dupont avait vu quelque chose cette nuit-là. Il avait des preuves, et quelqu'un l'avait fait disparaître pour cela. La question était, était-il toujours en vie? Dans un restaurant exclusif du centre-ville, Grégoire Dubois et le juge Aurélien Leclerc dînaient dans un salon privé. La tension était palpable. « Cette avocate pose trop de questions », dit Aurélien en coupant son filet. Elle a visité la prison, a parlé au directeur, était au foyer où il garde la petite,
Et maintenant, je sais qu'elle est allée à Saint-Georges-sur-Loire. Grégoire cessa de manger. Saint-Georges-sur-Loire? Pourquoi irait-elle là-bas? C'est là qu'habite la mère du jardinier, celui qui a disparu. Marc est mort. Nous nous en sommes assurés. Êtes-vous sûr? Nous n'avons jamais trouvé le corps. Et s'il a parlé avant que nous ne l'atteignions? Et s'il a laissé quelque chose qui peut nous incriminer? Grégoire sentit une sueur froide couler sur son dos. Que suggérez-vous? L'exécution de votre frère est dans 48 heures. Une fois que cela se sera produit, l'affaire sera classée pour toujours. Personne ne rouvrira une enquête pour un homme déjà exécuté. Il faut que ces 48 heures passent sans problème. Et l'avocate? Aurélien prit une gorgée de vin. Elle a 68 ans et des problèmes cardiaques. Les accidents arrivent. Les personnes âgées tombent, oublient de prendre leurs médicaments, ont des urgences au milieu de la nuit. Vous suggérez? Je ne suggère rien. Je dis que vous avez 48 heures pour résoudre ce problème. La manière dont vous le résolvez est votre affaire. Mais si cette femme présente quelque chose devant un tribunal avant l'exécution, nous tomberons tous les deux. Grégoire hocha lentement la tête. Il était allé trop loin pour s'arrêter maintenant. Une mort de plus ne changerait rien, cela assurerait simplement son avenir. Denise arriva chez elle épuisée. Le voyage à Saint-Georges-sur-Loire l'avait épuisée, mais ce qu'elle avait découvert valait chaque kilomètre. Marc Dupont était la clé. Il avait des preuves, il ne lui restait plus qu'à les trouver. Elle vérifia son courrier avant d'entrer. Entre factures et publicité, il y avait un paquet sans expéditeur, une enveloppe rembourrée, lourde. Elle l'ouvrit avec soin. À l'intérieur, il y avait un dessin. Un dessin fait avec des crayons de couleur, clairement par la main d'un très jeune enfant. Il montrait une maison, une silhouette allongée sur le sol, et un homme debout à côté d'elle. L'homme portait une chemise bleue. En bas, quelqu'un avait écrit une date. 5 ans auparavant, 3 jours après la mort de Sarah. Denise retourna le dessin. Derrière, il y avait un message écrit d'une main d'adulte. Si quelqu'un voit cela, il est déjà trop tard. Mais s'il est encore temps, continuez de chercher. La vérité est plus proche que vous ne le croyez. Monsieur D. Marc Dupont. Denise sentit son cœur battre fort. Marc était vivant. Il avait gardé ce dessin pendant 5 ans, attendant le bon moment, et maintenant, à quelques jours de l'exécution, il avait décidé d'agir. Mais pourquoi envoyer un dessin d'enfant? Que voulait-il dire? Elle examina le dessin à nouveau, la chemise bleue, les photos que Charles lui avait montrées. Grégoire portait toujours des chemises bleues. Solène avait dessiné ce qu'elle avait vu cette nuit-là. À 3 ans, elle avait créé la preuve qui pouvait sauver son père, et quelqu'un l'avait gardé tout ce temps. Denise devait confirmer que le dessin était authentique. Elle contacta une vieille amie, Pascal Fournier, psychologue légiste avec 30 ans d'expérience dans les cas de traumatismes infantiles. Elles se rencontrèrent dans le bureau de Pascal le lendemain. Le temps s'écoulait. Il restait moins de 40 heures. Pascal examina le dessin à la loupe, prenant des notes. « Le trait est cohérent avec un enfant de 3 à 4 ans, dit-elle. La pression du crayon, la forme des figures, la perspective limitée. Ce dessin est authentique, Denise. Un petit enfant l'a fait. Peut-il représenter un traumatisme réel? Sans aucun doute, les enfants qui sont témoins d'événements traumatiques les traitent fréquemment par l'art. Ce dessin montre une scène violente, une figure au sol, une autre debout en position dominante. L'utilisation de la couleur rouge ici, elle désigna des taches sur la figure allongée, indique que l'enfant comprenait qu'il y avait du sang et l'homme en chemise bleue est le détail le plus significatif. Les enfants traumatisés se souviennent d'éléments spécifiques, couleurs, odeurs, sons. Si la fillette a dessiné une chemise bleue, c'est parce que l'agresseur réel portait une chemise bleue. C'est un souvenir sensoriel, pas une invention. Denise montra les photographies de Grégoire que Charles avait recueillies. Sur chacune, sans exception, il portait des tons de bleu. Rémi Dubois portait toujours des couleurs sombres, dit Denise. Noir, gris, marron, jamais bleu. Now you can pray. ISR. Pascal hocha la tête. Si vous pouvez prouver que la fillette a dessiné ceci quelques jours après l'événement, vous avez une preuve psychologique qu'elle a vu quelqu'un d'autre que son père commettre le crime. Ce n'est pas une preuve légale en soi, mais combinée à d'autres éléments, cela peut rouvrir le dossier. Exactement. Denise rangea le dessin avec soin. Elle avait une pièce du puzzle, mais il lui fallait plus. Elle devait trouver Marc. Charles arriva cette nuit-là avec plus d'informations. Il avait enquêté sur le passé de Sarah Dubois et trouvé quelque chose de crucial. Sarah avait une amie proche, Béatrice Leclerc. Elle se connaissait depuis l'université. Selon les enregistrements téléphoniques que j'ai pu obtenir,
Sarah a parlé avec Béatrice la nuit avant de mourir. Un appel de 40 minutes. Béatrice Leclerc, membre de la famille d'Aurélien, sa cousine. Mais ils ne se parlent plus depuis des années. Il y a eu une dispute familiale il y a quelque temps. Béatrice vit en dehors de la ville. C'est une infirmière à la retraite. Denise rendit visite à Béatrice le même après-midi. C'était une femme de 60 ans qui vivait seule avec 3 chats et des souvenirs de temps meilleurs. Sarah m'a appelé cette nuit-là, confirma Béatrice. Elle était effrayée. Elle m'a raconté qu'elle avait découvert quelque chose sur Grégoire, le frère de Rémi, une fraude avec le testament des parents. Quoi d'autre vous a-t-elle dit? Que Grégoire l'a harcelé depuis avant le mariage. Rémi ne l'a jamais su. Sarah ne voulait pas causer de problème entre frères, mais ces derniers mois, Grégoire était devenu plus agressif. Il la menaçait si elle ne gardait pas le silence sur le testament. Pourquoi n'avez-vous jamais témoigné de cela à la police? Béatrice baissa les yeux. Mon cousin Aurélien m'a rendu visite 2 jours après la mort de Sarah. Il m'a dit que si j'ouvrais la bouche, il enquêterait sur mes impôts, trouverait des irrégularités là où il n'y en avait pas. Il m'a dit qu'il pouvait détruire ma vie d'un simple appel. J'ai eu peur, Denise. J'ai eu peur, et je me suis tue. Et j'ai vécu avec cette culpabilité pendant 5 ans. Seriez-vous prête à témoigner maintenant? Béatrice regarda par la fenêtre où le soleil commençait à se coucher. Sarah était ma meilleure amie. J'ai laissé condamner son mari innocent par lâcheté. Si témoigner maintenant peut réparer une partie de ce que j'ai mal fait, je suis prête. Denise quitta la maison de Béatrice avec un enregistrement de son témoignage et un espoir renouvelé. Mais en arrivant à sa voiture, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un véhicule noir garé au bout de la rue, le même modèle qu'elle avait vu devant sa maison quelques jours plus tôt. Elle fit semblant de ne pas le remarquer et rentra chez elle. La voiture noire la suivit à distance. Denise changea de route, empruntant des rues secondaires. La voiture la suivait. Son cœur battait fort, mais elle garda son calme. Pendant ses années d'avocate, elle avait fait face à de pires menaces. Finalement, elle s'arrêta dans une zone éclairée devant un commissariat de police. La voiture noire passa, mais quelque chose tomba de sa fenêtre alors qu'elle accélérait. Denise attendit quelques minutes avant de sortir, elle ramassa l'objet par terre, une médaille religieuse de celle que les mères donnent à leurs enfants pour la protection. Elle portait les initiales gravées. Monsieur Desmarques Dupont. Il la suivait. Pas les hommes de Grégoire. Marc. Denise regarda autour d'elle, cherchant la voiture noire, mais elle avait disparu. Cependant, elle avait maintenant une certitude. Marc était vivant, il était proche, et il essayait de communiquer. La question était, pourquoi ne se montrait-il pas ouvertement? Qui craignait-il tant pour préférer rester dans l'ombre après 5 ans? La réponse viendrait plus tôt qu'elle ne l'espérait. Cette nuit-là, Denise ne put dormir. Elle réunit toutes les pièces sur sa table. Le dessin de Solène, la médaille de Marc, le faux testament, l'enregistrement de Béatrice, les liens entre Grégoire et Aurélien. Tout pointait dans une direction. Rémi était innocent. Grégoire avait attaqué Sarah pour la faire taire. Aurélien avait manipulé l'affaire pour protéger son associé. Mais il manquait quelque chose, le témoignage direct de quelqu'un qui aurait vu ce qui s'était passé cette nuit-là. Solène ne pouvait pas parler. Marc se cachait. Sans témoin oculaire, tout le reste était circonstanciel. L'horloge marquait 3 heures du matin. Il restait moins de 30 heures avant l'exécution. Alors le téléphone de Denise sonna. Un numéro inconnu. « Madame Martin ?» La voix était masculine, tremblante. « Qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Marc, Marc Dupont. Je sais que vous me cherchez et je sais que le temps presse. » Denise sentit son cœur s'arrêter. « Où êtes-vous? Pourquoi vous cachez-vous? Parce que si on me trouve, on m'élimine. Comme ils ont essayé de le faire il y a 5 ans, mais je ne peux plus me taire. On va exécuter un homme innocent et j'ai les preuves pour le sauver. » « Quelles preuves? » Un long silence. La nuit où Sarah est morte, j'étais là. J'ai tout vu, et j'ai vu quelque chose que personne ne sait, quelque chose qui change tout ce que vous croyez savoir sur cette affaire. Qu'avez-vous vu? Sarah Dubois n'est pas morte cette nuit-là, Madame Martin. Je l'ai sortie de cette maison avant que Grégoire ne la tue. Sarah est vivante, et elle attend ce moment depuis 5 ans. Denise ne pouvait pas assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Sarah vivante, cachée pendant 5 ans pendant que son mari attendait l'exécution. « C'est impossible, dit-elle. Il y a eu des funérailles, un certificat de décès. Le corps était tellement abîmé que l'identification a été faite par les dossiers dentaires, l'interrompit Marc. Des dossiers qu'Aurélien Leclerc s'est chargé de falsifier. Le corps qu'ils ont enterré n'était pas celui de Sarah. De qui était-ce alors? Une femme sans famille décédée la même semaine dans un hôpital. Aurélien a des contacts à la morgue. Il a fait le changement.
Tout a été planifié pour enterrer l'affaire avec la prétendue victime. Denise avait besoin de voir pour croire. Où est Sarah maintenant? Proche, mais je ne peux pas vous dire où par téléphone. Nous ne savons pas qui pourrait écouter. Je dois vous demander de venir à Saint-Georges-sur-Loire demain, chez ma mère. Là, je vous expliquerai tout. Le temps presse, Marc. Il reste moins de 30 heures. Je sais, c'est pourquoi j'ai décidé de parler. Sarah voulait attendre d'avoir toutes les preuves légales, mais il n'y a plus de temps. Si Rémi meurt, Grégoire gagne pour toujours, et Sarah a trop sacrifié pour permettre cela. Denise raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Si c'était vrai, c'était l'affaire la plus extraordinaire de sa carrière. Une femme qui avait simulé sa mort pour protéger sa fille. Un mari innocent condamné pour un crime qui n'avait jamais existé. Un frère prêt à tout détruire par avidité. Elle prépara une petite valise. Demain, elle irait à Saint-Georges-sur-Loire. Demain, elle connaîtrait la vérité complète. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un avait intercepté l'appel. Dans sa cellule, Rémi Dubois dormait pour la première fois depuis des années, sans cauchemar. Les mots de sa fille avaient allumé quelque chose en lui, l'espoir. Mais cette nuit-là, le sommeil lui ramena des souvenirs qu'il avait bloqués pendant 5 ans. Il se revit sur le canapé de sa maison, ivre, sur le point de s'évanouir. Il entendit des voix, la voix de Sarah, d'abord calme, puis effrayée, et une autre voix, une voix qu'il connaissait bien. « Tu n'aurais pas dû t'en mêler, Sarah. Je t'avais prévenu. » La voix de Grégoire. Rémi essaya de bouger dans son sommeil. Il essaya de se lever pour défendre sa femme, mais son corps ne répondait pas. L'alcool l'avait paralysé. Il entendit un coup, un cri, silence. Puis des pas s'approchant de lui, une main plaçant quelque chose dans les siennes, le froid du métal. « Quand tu te réveilleras, ce sera fini et tu seras le coupable parfait, mon frère. » Rémi se réveilla en nage, criant. Les gardiens coururent à sa cellule pensant qu'il essayait de se faire du mal, mais Rémi ne répétait qu'une seule phrase. « Maintenant je me souviens de tout. C'était mon frère. J'ai entendu sa voix. Il a mis l'arme dans mes mains pendant que je dormais. » Le plus jeune des gardiens regarda son compagnon. « Croyez-vous qu'il dit la vérité ?» Le vétéran secoua la tête. Tous disent la vérité quand la fin approche. Mais cela n'a plus d'importance. Cela importait plus qu'il ne l'imaginait. Au foyer Sainte-Marie, Catherine observait Solène avec inquiétude. Depuis qu'elle avait cessé de parler, la fillette ne communiquait que par des dessins. Elle dessinait de manière obsessionnelle, remplissant des pages et des pages avec la même image. Catherine lui donna une nouvelle boîte de crayons de couleur. « Peux-tu me montrer ce que tu vois dans tes rêves, petite ?» Solène prit les crayons et commença à dessiner. Cette fois, le dessin était différent, plus détaillé, comme si 5 ans de maturité lui permettaient d'exprimer ce qu'elle ne pouvait pas auparavant. Elle dessina la maison, le salon, une silhouette au sol, une autre debout en chemise bleue, mais elle ajouta quelque chose de nouveau, une porte entr'ouverte au fond, et derrière elle une autre petite silhouette, une fillette aux cheveux blonds, elle-même observant tout. Et dans le coin du dessin, quelque chose que Catherine n'attendait pas, une main sortant par la fenêtre de la maison, comme si quelqu'un aidait la silhouette au sol à s'échapper. « Qu'est-ce que c'est, Solène ?» demanda Catherine en désignant la main. La fillette écrivit un seul mot sous le dessin. « Maman. » Catherine sentit l'air lui manquer. « Ta maman s'est échappée? Ta maman est vivante ?» Solène la regarda avec ses yeux énormes, qui semblaient porter le poids du monde. Elle hocha lentement la tête. Puis elle écrivit un autre mot, « caché », et un dernier, « attends ». Grégoire Dubois arriva au foyer Sainte-Marie 2 heures plus tard, accompagné de 2 hommes en costume sombre. Il apportait des documents qui lui rendaient prétendument la garde temporaire de Solène. « Ordre du tribunal des affaires familiales, 3e chambre », annonça-t-il en remettant les papiers à Catherine. « Signé par le juge Aurélien Leclerc. Je viens chercher ma nièce. » Uninkela. Catherine examina les documents. Ils semblaient légitimes, mais quelque chose en elle lui criait de ne pas remettre cet enfant. « Je dois vérifier cela avec les autorités compétentes, » dit-elle. « Je ne peux pas remettre une mineure sans confirmation. La confirmation est dans ces papiers, madame. Ne me faites pas perdre mon temps. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de protocole. » Grégoire fit un pas en avant, envahissant l'espace de Catherine. « Écoutez-moi bien, cet enfant est de mon sang. Son père va être exécuté demain. Elle a besoin d'une famille, pas d'un foyer de charité rempli d'orphelins. Ce dont cet enfant a besoin, c'est de protection, pas de plus de violence. »« Violence ? Vous m'accusez de quelque chose ?» Catherine le regarda droit dans les yeux. « Les ecchymoses avec lesquelles Solène est arrivée il y a 6 mois m'accusent plus fort que n'importe quel mot de ma part. » Le visage de Grégoire se durcit. «
Je peux faire fermer cet endroit. Je peux vous faire perdre votre licence. Je peux faire en sorte que vous ne travailliez plus jamais avec des enfants. J'ai juste besoin d'un appel. » Ce que Grégoire ignorait, c'est que Catherine avait activé le système d'enregistrement de sécurité dès qu'elle l'avait vu arriver. Chaque mot, chaque menace était enregistrée. « Partez, monsieur Dubois. Je ne vous remettrai pas cet enfant et si vous me menacez à nouveau, j'utiliserai tout ce que j'ai pour vous détruire. » Grégoire sourit froidement. « Je reviendrai, et quand je le ferai, je ne serai pas aussi aimable. » 3 heures plus tard, Grégoire revint. Cette fois, il ne frappa pas à la porte. Ses hommes la défoncèrent. Catherine était préparée. Elle avait appelé la police après la première visite, mais il n'était pas encore arrivé. Quand elle entendit le coup de la porte, elle prit Solène par la main et la conduisit dans la pièce sécurisée qu'elle avait préparée pour les urgences. « Reste ici, ma petite, quoi qu'il arrive, ne sors pas avant que je ne vienne te chercher. » Solène hocha la tête, les yeux pleins de terreur. Catherine sortit affronter Grégoire. Les 2 hommes la retinrent pendant qu'ils fouillaient chaque pièce à la recherche de la fillette. « Où est-elle » cria Grégoire. « Où l'as-tu cachée ?»« Loin de vous, là où vous ne la trouverez jamais. » Grégoire s'approcha de Catherine et la saisit par le cou. « Je ne vais vous le demander qu'une seule fois de plus. Où est Solène ? Allez en enfer. » À ce moment-là, les sirènes de la police emplirent l'air. Quelqu'un avait vu les hommes défoncer la porte et avait appelé les urgences. Les agents entrèrent, armes au poing. « À terre, tout le monde à terre !»« Askan, Delang, Askansan, Miasen, Askansan. » Grégoire lâcha Catherine, essayant de retrouver sa contenance d'homme respectable. « Officier, c'est un malentendu. Je venais juste chercher ma nièce. Nous avons un enregistrement de votre précédente visite, » dit l'officier. « Menace, tentative de soustraction de mineurs, effraction. Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'il menottait Grégoire, Catherine sourit. L'enregistrement de sécurité avait tout capté. Les 2 visites, les menaces, la violence. Grégoire Dubois venait de détruire sa propre liberté. La nouvelle de l'arrestation de Grégoire parvint aux oreilles du juge Aurélien Leclerc en moins d'1 heure. Son réseau d'informateurs était efficace. « C'est un idiot », murmura-t-il en composant un numéro sur son téléphone privé. « Je lui avais dit d'être discret. Je lui avais dit d'être patient. » La voix à l'autre bout répondit calmement. « Que faisons-nous maintenant ? Grégoire va parler. Dès qu'ils le presseront, il va négocier. C'est un lâche. Il l'a toujours été. Il peut vous incriminer. Il en sait trop. Nous devons activer le plan B. » Aurélien marcha vers son coffre-fort et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dispositifs de stockage, des vidéos, des enregistrements, des documents qu'il avait recueillis pendant des décennies, son assurance vie, des preuves de corruption de politiciens, d'hommes d'affaires, de juges. S'il tombait, beaucoup tomberaient avec lui. « Je vais passer quelques appels », dit Aurélien. Grégoire ne passera pas une nuit en prison. Mais il y a un autre problème. Le pire, le jardinier Marc Dupont. Nous avons intercepté un appel la nuit dernière. Il est vivant et il est en contact avec Denise Martin. Où est-il ? Saint-Georges-sur-Loire, chez sa mère. L'avocate s'y rend aujourd'hui. Voulez-vous que nous les interceptions ? Aurélien y réfléchit un instant. Non, laissez-la arriver, laissez-les se réunir. Et quand nous les aurons tous ensemble, nous résoudrons tous les problèmes d'un coup. C'était un plan propre, efficace. Mais Aurélien avait sous-estimé ses ennemis, et cela lui coûterait tout. Denise arriva à Saint-Georges-sur-Loire à midi. Le voyage avait été long, et son corps protestait avec des douleurs qu'elle préférait ignorer. Son médecin l'avait averti que le stress pouvait la tuer, mais mourir en cherchant la justice était préférable à vivre sans l'avoir trouvée. La maison de Consuelo Dupont était la même qu'avant, mais cette fois la vieille femme l'attendait à la porte avec une expression nerveuse. « Mon fils est à l'intérieur », murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas le seul. Il y a quelqu'un d'autre qui veut vous voir. » Denise entra. Dans le petit salon, assis sur une vieille chaise, se trouvait Marc Dupont. C'était un homme d'une 40aine d'années, mince, avec une barbe négligée et des yeux qui avaient trop vu. « Madame Martin, » dit-il en se levant, « merci d'être venue. Vous avez beaucoup à expliquer, Marc, à commencer par comment il est possible que Sarah Dubois soit vivante. » Marc regarda vers la porte de l'arrière-salle. « Je n'ai pas à l'expliquer. Elle peut le faire mieux que moi. » La porte s'ouvrit. Une femme apparut sur le seuil. Elle était mince, émaciée, les cheveux courts et des mèches blanches qu'elle n'avait pas auparavant. Mais ses yeux étaient inconfondables, les mêmes yeux que Denise avait vus sur les photographies du dossier. Sarah Dubois était vivante. « Madame Martine », dit Sarah d'une voix rauque, « j'attends ce moment depuis 5 ans. 5 ans cachés, voyant mon mari pourrir en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait.
5 ans séparés de ma fille pour la protéger. Je ne peux plus attendre. Denise se laissa tomber sur une chaise. Ses jambes ne la soutenaient plus. Pourquoi si longtemps? Pourquoi n'avez-vous pas parlé avant? Parce que je n'avais pas assez de preuves. Mais maintenant je les ai, et il reste moins de 24 heures pour sauver Rémi. Sarah s'assit en face de Denise et commença à parler. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient fermes. La nuit où Grégoire m'a attaqué, j'avais confronté mon mari. Je lui avais dit que son frère avait falsifié le testament de leurs parents. Rémi ne m'a pas cru. Nous nous sommes disputés. Il a bu jusqu'à s'endormir sur le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Grégoire est arrivé 1 heure plus tard. Il avait la clé de la maison. Rémi ne l'a jamais retirée. Il m'a trouvé dans la cuisine. J'ai essayé de le raisonner, mais il était furieux. Il m'a frappé. Je suis tombé. Tout est devenu sombre. Comment avez-vous survécu? Sarah regarda Marc, qui continua le récit. Je suis retourné à la maison cette nuit-là. J'avais oublié mes outils de jardinage. J'ai vu la voiture de Grégoire dehors et quelque chose m'a semblé étrange. Je suis entré par la porte arrière et j'ai trouvé Sarah par terre. Elle respirait encore. Grégoire était dans le salon, mettant l'arme dans les mains de Rémi endormi. Il ne m'a pas vu. Il était trop concentré. Discuss from Woligendas, and Desa, an Enfa decide ascus. J'ai sorti Sarah par la fenêtre de la cuisine. Je l'ai emmenée chez ma mère. Cette même nuit, j'ai conduit 4 heures sans m'arrêter. Quand nous sommes arrivés, elle s'est réveillée. Sarah reprit la parole. Marc m'a sauvé la vie, mais quand j'ai appris qu'ils avaient arrêté Rémi, j'ai voulu rentrer immédiatement. Marc me l'a empêché. Pourquoi? Parce que Grégoire avait des contacts à la police, au parquet. Si j'apparaissais vivante, il m'aurait vraiment éliminé. Et Solène aussi. Grégoire l'avait vue cette nuit-là, cachée dans le couloir. Il savait qu'elle était témoin. Si je parlais, ma fille en paierait les conséquences. Denise comprit le terrible sacrifice de cette femme. Elle avait laissé condamner son mari pour protéger sa fille. Chaque jour de ces 5 années a été un enfer, Madame Martin, mais aujourd'hui, ça se termine. J'ai des preuves, et nous allons les utiliser. Sarah sortit un vieux téléphone de sa poche, un modèle ancien de ceux que presque plus personne n'utilisait. La nuit de l'attaque, j'enregistrais, expliqua-t-elle. J'avais commencé à tout documenter, les menaces de Grégoire, ses appels, ses visites. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et je voulais laisser des preuves. Qu'avez-vous enregistré exactement? Sarah appuya sur lecture. L'enregistrement était audio, pas vidéo, mais il était clair. La voix de Grégoire emplit la pièce. Tu croyais pouvoir me menacer, Sarah? Tu croyais pouvoir détruire tout ce que j'ai construit? Aurélien m'a dit de te donner une dernière chance, mais tu as choisi le chemin difficile. La voix de Sarah, effrayée mais ferme. Grégoire, s'il te plaît, pense à Rémi. C'est ton frère. Rémi est un perdant. Il l'a toujours été. Il n'aurait rien dû hériter. Tout était pour moi. Pour moi. Et tu ne vas pas tout gâcher. Puis un coup, un cri, et l'enregistrement se termina. Denise sentait son cœur battre dans ses oreilles. C'est une confession, et ça mentionne Aurélien. Il y a plus, dit Sarah. Le téléphone a continué d'enregistrer après que j'ai perdu connaissance. Il a capté Grégoire, appelant Aurélien. Elle appuya de nouveau sur lecture. C'est fait, mais il y a un problème. La petite fille a tout vu. Elle était cachée dans le couloir. La voix d'Aurélien. Occupe-toi du mari comme nous l'avons planifié. Je m'occupe de la petite. Un mot de sa part et elle est orpheline de ses 2 parents. Denise avait la preuve dont elle avait besoin. Grégoire et Aurélien, condamnés par leur propre voix. Pourquoi avez-vous attendu 5 ans pour utiliser ça? Parce que j'avais besoin que Solène soit en sécurité. Et parce que j'avais besoin que quelqu'un me croie. Quelqu'un avec le pouvoir de porter cela devant un tribunal. Quelqu'un comme vous. Au foyer Sainte-Marie, Solène dessinait. Mais cette fois, ce n'était pas des scènes de terreur. Elle dessinait une petite maison, un soleil éclatant, et 3 figures se tenant la main. Un homme, une femme et une fillette. Catherine l'observait depuis la porte. Après tout ce qui s'était passé, après la tentative de Grégoire de l'emporter, la fillette paraissait plus calme, comme si elle savait que quelque chose était en train de changer. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» demanda Catherine. Solène hocha la tête. Catherine regarda le dessin. « C'est ta famille ?» Solène hocha de nouveau la tête. « Il te manque ?» La fillette cessa de dessiner. Elle regarda Catherine avec ses yeux énormes qui semblaient voir au-delà des murs. Et puis, pour la première fois depuis des jours, elle parla. « Ma maman m'a dit de garder le secret, » murmura-t-elle. « Elle m'a dit que le moment venu, je saurais quoi faire. Le moment est venu, Madame Catherine. This government. Leniaco, Leniaco, Enverlico. J'ai dit à papa que maman est vivante. Je lui ai dit qu'elle me rend visite dans mes rêves
et qu'elle me dit d'être forte. Catherine sentit les larmes couler sur ses joues. « Ta maman est vivante, petite ?»« Oui, et elle va nous sauver tous. » À ce moment-là, le téléphone de Catherine sonna. C'était Denise Martin. « Catherine, écoutez-moi bien. Sarah Dubois est vivante. J'ai des preuves que Rémi est innocent. Nous sommes en route pour le tribunal. Je dois vous demander de garder Solène en sécurité jusqu'à ce que tout soit terminé. Combien de temps? Moins de 24 heures. Si tout se passe bien, demain Rémi sera libre et Solène aura de nouveau une famille. » Denise, Sarah et Marc voyagèrent toute la nuit pour retourner en ville. Le temps était leur pire ennemi. Il restait moins de 18 heures avant l'exécution de Rémi. Ils arrivèrent chez Denise à l'aube. Charles les attendait avec des nouvelles. Grégoire est en détention provisoire, mais ses avocats remuent ciel et terre pour le faire sortir. Aurélien a activé toutes ses connexions. Si nous n'agissons pas vite, ils vont étouffer ça. Ils n'étoufferont rien, dit Denise. Nous avons les enregistrements de Sarah. Nous avons le témoignage de Marc. Nous avons le dessin de Solène analysé par une psychologue légiste. Nous avons le faux testament. Et nous avons la prétendue victime. Vivante et prête à témoigner. Devant qui présentons-nous tout cela? Demanda Charles. Aurélien est juge. Il a des contacts dans tous les tribunaux. Pas dans tous, dit Denise. Il y a une juge qu'Aurélien n'a pas pu corrompre. La juge Françoise Duval est de la vieille école, intègre, et elle me doit une faveur d'il y a 20 ans. Sarah s'avança. Êtes-vous sûr que nous pouvons lui faire confiance? Aussi sûr que le soleil se lève demain, Françoise Duval a refusé des pots de vin de trafiquants de drogue et a condamné de puissants politiciens. Elle n'a peur de personne. Si quelqu'un peut arrêter cette exécution, c'est elle. Denise prit le téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des décennies. Françoise, c'est Denise Martin. J'ai besoin d'une faveur. La plus grande de votre carrière. Dies Weiden dies Cadillac. Dies Weiden dies Cadillac. La juge Françoise Duval les reçut dans son bureau privé 1 heure plus tard. C'était une femme de 70 ans aux cheveux blancs et aux yeux d'acier qui ne tolérait pas les mensonges. « Mieux vaut que ce soit ce que vous dites, Denise, » avertit-elle. « Si vous me faites perdre mon temps, aucune amitié ne vaudra. » Françoise, je vous présente Sarah Dubois, la femme dont le mari va être exécuté aujourd'hui pour l'avoir prétendument attaqué. I lush in the funny matter. Billy Show, and then be summon, and then Billy Show. Françoise regarda Sarah avec un mélange d'étonnement et de scepticisme. Pouvez-vous prouver que vous êtes qui vous dites être? Sarah remit des documents, son acte de naissance, sa carte d'identité périmée, des photos de famille et quelque chose de plus. Son empreinte digitale qui correspondait exactement aux registres officiels de Sarah Dubois. C'est moi, madame la juge, et j'ai des preuves que mon beau-frère Grégoire m'a attaqué sur ordre du procureur Aurélien Leclerc. De Saint-Sauve Vierinclise. Avenso Vierinclise. Des preuves audio où il confesse tout. Sarah reproduisit les enregistrements. Françoise écouta en silence, son visage impassible. Quand les enregistrements furent terminés, elle parla. Si cela est authentique, nous sommes face à l'un des plus grands scandales judiciaires de l'histoire du pays. C'est authentique, dit Denise. Et il nous reste moins de 15 heures pour arrêter l'exécution d'un innocent. Françoise se leva et marcha vers la fenêtre. Je vais convoquer une audience d'urgence, mais vous devez comprendre quelque chose, Denise. Si Aurélien l'apprend avant qu'il ne soit temps, il déplacera toutes ses pièces pour détruire cela. Nous devons agir en secret, jusqu'au dernier moment. Alors, agissons. Françoise prit son téléphone. Préparez la salle d'audience 5, audience à huis clos, sécurité maximale, et que personne, absolument personne, ne sache qui est impliqué. Flashback final. La nuit du crime voué par Sarah. Sarah était dans la cuisine lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle pensa que c'était Rémi qui avait oublié quelque chose. Mais les pas étaient différents, plus lourds, plus décidés. Grégoire apparut sur le seuil de la cuisine. Son expression était froide, calculée. « Je t'avais prévenu de ne pas t'en mêler, Sarah. Grégoire, nous pouvons en parler. Ça ne doit pas mal finir. C'est déjà mal fini. Ça a mal fini quand tu as décidé de me menacer. Aurélien dit que tu es un problème. Et les problèmes se coupent. » Il se jeta sur elle. Sarah essaya de se défendre. Mais Grégoire était plus fort. Il la frappa. Elle tomba contre la table. Sa vision se brouilla. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance fut sa fille. Solène était dans le couloir, les yeux énormes, remplis de terreur. Sarah réunit les dernières forces qu'il lui restait et lui fit un signe de la main. « Silence. Cache-toi. Ne fais pas de bruit. » Solène obéit. Elle se cacha dans l'armoire du couloir. La chose suivante dont Sarah se souvint fut de se réveiller dans une voiture en mouvement.
Marc l'emmenait en lieu sûr. « Ma fille, murmura-t-elle. Mon mari. Nous ne pouvons pas revenir, dit Marc. Grégoire croit que tu es morte. Si tu reviens, il te tuera vraiment, et tuera la fillette comme témoin. Sarah pleura tout le long du chemin vers Saint-Georges-sur-Loire, mais dans son esprit, une résolution se formait. Un jour, quand ce serait sûr, elle reviendrait et détruirait ceux qui lui avaient volé sa vie. Ce jour était arrivé. L'audience d'urgence commença à 10 heures du matin. Il restait 8 heures avant l'exécution programmée de Rémy. La salle du tribunal était vide, à l'exception des personnes impliquées. La juge Françoise Duval, Denise Martine, Sarah Dubois, Marc Dupont et un représentant du parquet qui n'avait aucun lien avec Aurélien Leclerc. « Procédez, avocate Martin », ordonna la juge. Denise présenta les preuves méthodiquement. D'abord l'analyse ADN confirmant l'identité de Sarah, puis le testament original des parents Dubois comparé à celui falsifié par Aurélien. Ensuite, l'enregistrement de la nuit de l'attaque, lorsque les voix de Grégoire et Aurélien emplirent le tribunal, le représentant du parquet pâlit. « Cela implique un juge en exercice », murmura-t-il. « Avez-vous une idée de ce que cela signifie ? Cela signifie qu'un homme innocent est à quelques heures d'être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis, répondit Denise. Cela signifie que le système qui devait le protéger a été corrompu de l'intérieur. Cela signifie que nous devons agir maintenant. La juge Duval écouta le témoignage de Sarah, puis celui de Marc. Elle examina le dessin de Solène avec l'analyse de la psychologue légiste. Elle révisa les registres des transactions immobilières entre Grégoire et Aurélien. Finalement, elle parla. Les preuves présentées sont suffisantes pour ordonner la suspension immédiate de l'exécution et la réouverture du dossier Dubois. J'émets un mandat d'arrêt contre Aurélien Leclerc pour conspiration, entrave à la justice et complicité de tentative d'homicide. Qu'il soit notifié au pénitencier immédiatement. Denise sentit ses jambes trembler. Ils avaient réussi. Aurélien Leclerc sut que quelque chose avait mal tourné lorsque 4 officiers de police judiciaire arrivèrent à son bureau. « Monsieur le juge Leclerc, vous devez nous accompagner, » dit l'agent en charge. « Sous quelles accusations ? C'est ridicule. Savez-vous qui je suis ? Nous le savons parfaitement, monsieur. C'est pourquoi nous sommes ici. » Aurélien tenta de négocier. Il offrit des informations sur d'autres fonctionnaires corrompus. Il promit de livrer des documents qui couvriraient des sénateurs, des gouverneurs, des hommes d'affaires. Mais les agents avaient des ordres spécifiques, pas de négociation. Pendant qu'il le menottait, Aurélien passa un dernier appel depuis son téléphone personnel. Personne ne sut qui il appela ni ce qu'il dit, mais 30 minutes plus tard, son bureau fut pris d'assaut par des personnes inconnues qui tentèrent d'emporter son coffre-fort. La police arriva à temps pour les arrêter. À l'intérieur du coffre-fort, ils trouvèrent ce qu'Aurélien appelait son assurance vie, des décennies de corruption documentées, des vidéos de politiciens recevant des pots de vin, des enregistrements de juges vendant des jugements, des contrats frauduleux signés par d'éminents hommes d'affaires. Aurélien avait bâti un empire de secrets, mais cet empire s'effondrait maintenant sur lui. Au pénitencier, le colonel Moreau reçut la notification judiciaire avec un mélange de soulagement et de rage. « Je le savais, » murmura-t-il. « Je savais que cet homme était innocent. » Il ordonna qu'on amène Rémy Dubois à son bureau. Il avait des nouvelles à lui annoncer. Des nouvelles qui allaient tout changer. Grégoire Dubois était dans sa cellule lorsque le gardien lui apporta la nouvelle. Sarah était vivante. Elle avait témoigné contre lui. Les enregistrements de cette nuit-là étaient maintenant entre les mains du tribunal. La couleur quitta son visage. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. « Elle était morte, je m'en suis assuré. » Mais il ne s'était pas assuré. Il avait été négligent. Il avait laissé sa victime sans confirmer qu'elle ne respirait plus. Et cette erreur lui coûterait la liberté. Ses avocats arrivèrent 1 heure plus tard avec des options limitées. « Les preuves sont accablantes », dirent-ils. « Votre meilleure stratégie est de coopérer, de donner des informations en échange d'une réduction de peine. » Des informations sur quoi ? Sur Aurélien, sur le réseau de corruption, sur tout ce que vous savez. Grégoire y réfléchit. Il avait passé 5 ans à se sentir en sécurité, protégé par le pouvoir d'Aurélien. Maintenant, ce pouvoir s'était évaporé. Aurélien était arrêté. L'empire des secrets s'effondrait. Je veux l'immunité totale. Il n'y aura pas d'immunité, mais nous pouvons négocier 30 ans au lieu de la perpétuité si vous coopérez pleinement. Grégoire ferma les yeux. Il pensa à tout ce qu'il avait fait, à son frère, qu'il avait trahi, à Sarah, qu'il avait essayé de faire taire, à Solène, la fillette qui avait tout vu et avait gardé le silence pendant 5 ans par peur. La peur, c'était son arme, et maintenant elle se retournait contre lui. « Je coopérerai », dit-il finalement.
Mais je veux une protection. Aurélien a des alliés qui m'élimineront si je parle. Les avocats hochèrent la tête. La chute de Grégoire Dubois avait commencé. Les portes du pénitencier s'ouvrirent à 15 heures. Le soleil brillait avec une intensité qui semblait irréelle après 5 ans de murs gris et de lumières artificielles. Rémi Dubois marcha vers la lumière pour la première fois en homme libre. On l'avait baigné, rasé, habillé de vêtements civils qui sentaient le neuf. On lui avait rendu ses affaires, un portefeuille vide, une montre qui ne fonctionnait plus, une photo de Solène bébé. Le colonel Moreau l'accompagna jusqu'à la sortie. « Je vous dois des excuses », dit le directeur. « J'aurais dû enquêter davantage. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. » « Vous avez suspendu l'exécution quand vous avez vu quelque chose d'étrange, » répondit Rémi. « Cela m'a sauvé la vie. Je n'ai rien à vous pardonner. » Ils se serrèrent la main, un geste simple qui signifiait tant. Rémi franchit la dernière grille et s'arrêta. Le monde extérieur était écrasant. Les couleurs, les sons, l'odeur de l'air libre. Il avait rêvé de ce moment des milliers de fois, et maintenant qu'il était là, il ne savait pas comment le gérer. Alors il les vit. 2 silhouettes attendaient près d'une vieille voiture. Une femme mince aux cheveux courts, une fillette blonde aux yeux énormes, Sarah, Solène. Rémi ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Sa femme, qu'il avait pleuré pendant 5 ans, était vivante. Elle était là à l'attendre. Solène fut la première à courir. Elle traversa l'espace entre eux comme une flèche blonde et se jeta dans les bras de son père. « Je te l'ai dit, papa », murmura-t-elle. « Je t'ai dit que maman allait nous sauver. » Rémi serra sa fille dans ses bras tandis que les larmes coulaient sans contrôle. Et puis Sarah marcha vers lui. Les retrouvailles furent silencieuses au début. Les mots semblaient insuffisants pour embrasser 5 ans de douleur, de séparation et d'espoir. Rémi regarda Sarah comme si elle était un mirage qui pouvait s'évanouir à tout moment. « Comment ça ?» fut tout ce qu'il put dire. Sarah prit ses mains. Elles étaient rêches, marquées par le travail forcé en prison. « Marc m'a sauvé. Le jardinier m'a caché toutes ces années pour me protéger, pour protéger Solène. Je pensais que tu étais... Je pensais que c'était moi. Jamais. Jamais ce n'était toi, Rémi. C'était Grégoire. Toujours Grégoire. » Rémi ferma les yeux. Les images de cette nuit-là, les fragments qu'il avait retrouvés dans ses rêves avaient maintenant un sens. La voix de son frère, les pas, l'arme dans ses mains pendant qu'il dormait. « Mon propre frère », murmura-t-il. « Mon sang. Ton frère t'a trahi, mais ta fille n'a jamais perdu la foi. Elle a gardé le secret pour te protéger, Rémi. Une enfant de 3 ans a porté ce poids pendant 5 ans pour toi. » Rémi s'agenouilla devant Solène, la fillette, qui avait été son dernier espoir, celle qui lui avait murmuré la vérité quand tout semblait perdu. « Merci, ma petite, » dit-il d'une voix brisée. « Merci d'être plus courageuse que nous tous. » Solène sourit. C'était le premier vrai sourire que Catherine, observant de loin, lui avait vu depuis 6 mois. « Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison, papa. » Rémi regarda Sarah. Elle hocha la tête. « Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison. » Information. Vervesans a bent of like the scarless, and our line. Les 3 s'étreignirent sous le soleil de l'après-midi, une famille réunie après 5 ans de cauchemar. La justice avait tardé, mais elle était arrivée. Denise observait les retrouvailles de loin, aux côtés de Catherine. Les 2 vieilles femmes avaient les yeux humides. « Merci, » dit Catherine. « Sans vous, cela n'aurait pas été possible. »« Sans vous non plus, » répondit Denise. « Vous avez protégé cet enfant quand personne d'autre ne le faisait. Vous avez enregistré Grégoire quand il est venu vous menacer. Nous sommes une équipe de vieilles têtues qui n'acceptent pas les injustices. » Catherine rit. « Vieille têtue. J'aime bien ça. » Charles s'approcha avec des nouvelles. Aurélien coopère en échange d'une réduction de peine. Il livre tout son réseau. Des politiciens, des juges, des hommes d'affaires vont tomber. Ça va être un tremblement de terre. Denise hocha la tête. Bien, qu'ils tombent tous, qu'aucun ne reste impuni. Elle regarda la famille Dubois, qui marchait maintenant vers la voiture. Rémi portait Solène dans ses bras. Sarah marchait à ses côtés, frôlant son épaule comme pour s'assurer que c'était réel. C'était le moment pour lequel Denise s'était faite avocate il y a 40 ans. Pas pour l'argent, pas pour la célébrité, pour ça, pour voir des innocents libérés, pour voir des familles réunies, pour voir la justice, même tardivement, accomplir son but. « Il y a 30 ans, j'ai laissé condamner un innocent, » dit-elle à voix basse. « J'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je peux enfin me pardonner. » Catherine lui prit la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Denise. Quand c'était important, vous avez fait ce qu'il fallait. » Les 2 femmes restèrent silencieuses, regardant la voiture des Dubois s'éloigner vers un avenir qui, pour la première fois en 5 ans, semblait plein de lumière.
6 mois plus tard, la maison était petite, modeste, dans un village que personne ne connaissait, mais c'était la leur. Le gouvernement avait indemnisé Rémi pour les années de condamnation injuste. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour recommencer. Rémi travaillait de nouveau comme menuisier. Ses mains se souvenaient du métier comme si elles ne l'avaient jamais quitté. Sarah cuisinait dans une petite cuisine lumineuse. Solène allait à l'école locale où elle s'était fait des amis pour la première fois de sa vie. La fillette ne faisait plus de cauchemars, ne criait plus de non la nuit. Elle avait recommencé à dessiner, mais ses dessins étaient maintenant différents. Des fleurs, des animaux, sa famille se tenant la main sous un soleil éclatant. Un après-midi, Denise leur rendit visite. Elle apportait des nouvelles. Grégoire a été condamné à 30 ans, Aurélien à 25. Les autres impliqués dans le réseau tombent un par un. Rémi hocha la tête. Et Marc, témoin protégé. Le gouvernement lui a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie. Il va bien. Sarah a servi du café pour tous. La table était petite, mais il y avait assez de place pour ceux qui comptaient. « Comment nous avez-vous trouvés » demanda Sarah à Denise. « Nous avons dit que nous voulions être seuls. » Une vieille avocate à ses contacts, sourit Denise. « Mais je ne viens pas vous déranger. Je viens vous dire au revoir. Mon médecin dit que je dois vraiment me reposer cette fois. Je crois que je vais l'écouter. » Solène s'approcha de Denise et l'embrassa. « Merci d'avoir sauvé mon papa. » Denise lui caressa les cheveux blonds. « C'est toi qui l'as sauvé, petite. Tu as été la plus courageuse de tous. Tu as gardé un terrible secret pour le protéger et tu as parlé quand le moment était venu. Cela demande plus de courage que la plupart des adultes n'en ont toute leur vie. » Solène sourit. « Maman m'a dit que la vérité finit toujours par éclater. Il faut juste être patient. » Denise regarda Sarah, puis Rémi, puis la fillette blonde qui avait porté le poids du monde sur ses petites épaules. « Ta maman a raison, dit-elle. La vérité finit toujours par éclater. Parfois cela prend des années, parfois cela semble impossible, mais à la fin, elle finit toujours par voir le jour. Della manslangis, dies greng dies, the dies, danseer, dies greng, dansei. Dehors, le soleil se couchait sur le petit village où une famille reconstruisait sa vie. Les cicatrices resteraient pour toujours. Les années perdues ne pouvaient pas être récupérées, mais l'avenir, pour la première fois en 5 ans, leur appartenait, et cela suffisait.